Lorsque les gouvernants se permettent de faire d'un État leur propriété patrimoniale, voilà là où on en arrive. Un système oppressif n'a jamais résolu le problème. L'opération épervier, quel est le résultat? Les gens ont-ils cessé de voler? Quelle éducation avons-nous donnée à nos enfants? Est-ce que l'État n'a pas failli à sa mission d'éducation des masses? Pourquoi est-ce qu'Abaoyone est devenu un homme de liberté? J'ai eu de la peine à m'insérer dans ce système, ce qui fait que je suis devenu un rebelle, un maquisard intellectuel. Est-ce que je me fais comprendre? La frustration s'est installée. Quelle est l'utilisation que l'on fait de l'argent public destiné à résoudre les problèmes des populations? Vous avez encore des gens qui sont résistants à l'évolution, qui m'insultent en longueur de journée, estimant qu'Aba est un traître, comme si parler de la gouvernance de la République était une infraction, ou alors un péché. Pendant que moi j'évoque les questions de la République, nous on me ramène à l'époque du village. Non, on est largement passé. S'agissant des hommes politiques, je vais prendre deux. Maurice Kamto et l'honorable Cabral. Kamto ayant été mon enseignant. Il faut distinguer Maurice Kamto de certains militants, pas l'essentiel, pas tous les militants, hein, qui font dans le dérapage ethnique. Est-ce que je me fais comprendre? Que ce soit très clair. Vous allez voir que c'est des acteurs politiques qui ont diabolisé Maurice Kamto en amenant les jeunes dans les réseaux sociaux à l'appeler Kamtoto. Dans la caste des publicistes les plus qualifiés que nous sommes, je l'ai toujours dit, Kamto est le plus brillant, c'est le meilleur. Ça ne se discute pas. Pendant que nous disons les choses haut et fort, pendant que nous disons tout ce que les gens pensent tout bas, Abaoyone devient l'homme à battre. Je vous assure que je suis au ça. Je suis un dur à cuire. Je vous ai dit que j'étais un maquisard intellectuel. Et vous voyez donc, c'est les mêmes demain, quand ça va cuire, il suffit que le président de la République ne soit pas réélu. C'est eux qui vont se retourner contre lui, vont le régner. Est-ce que je me fais comprendre? S'agissant du RDPC, vraiment, je pense pour ma part, je ne vais pas donner des armes à un système gouvernant qui a plongé ce pays dans le chaos, hein, et puis qui sème de la désolation. Pour deux raisons combinées. Déjà de un, sur les réseaux sociaux, il faut le dire, l'image du système gouvernant est dégradée. Ça, il faudrait qu'on le dise. Un des proclamations des hommes au pouvoir, et que de deux, ce qui joue contre le pouvoir, c'est un élément déterminant. L'hypocrisie, le manque de sincérité. Vous en avez quelques rares qui prétendent soutenir le président de la République, alors que Dieu seul sait ce qu'ils disent sous cap et ce qu'ils entreprennent. Il y en a même qui donnent des informations à l'opposition. C'est pour ça que je dis que les idéologues du pouvoir trouvent les voies et moyens pour se sortir de là, mais moi qui suis pour l'alternance politique, pour le chemin, je ne peux que saluer le travail abattu jusqu'alors par l'opposition. J'ai cru percevoir pour des uns et des autres cette idée que j'ai répue et que l'on décrit au quotidien, la sclérose routinière de nos institutions. Moi, après avoir cette vidéo, vraiment j'ai éprouvé de la honte. Parce qu'on ne devrait pas en arriver là. Et le Cameroun est coutumier de cette forfaiture. Voyez-vous, allez un peu dans tous les supermarchés. La production locale de riz, c'est vraiment qu'on l'a reçu. Ce n'est que du riz importé. Et pourtant... On dit que la production locale est chère. Très bien. Le riz local coûte cher. Le riz local coûte cher. Nous ne sommes pas à notre première expérience. Il me souvient que dans ma tendre jeunesse, le défunt président Aïdjo avait quand même créé l'assembly à Yagua. Et on mangeait le riz en abondance. La production du riz coûte cher. Comment? Ce n'est pas possible. J'en viens. Il y a bientôt 3 ans, le gouvernement nous pompe avec la politique de l'import-substitution. Et on a même lancé un vaste mouvement en demandant aux Camerounais de créer des entreprises afin que l'on donne des financements. Je puis vous assurer que j'ai été dans cette mouvance avec un frère et un ami, l'honorable Ngakoumda, très critique d'ailleurs, qui a amené dans le mouvement un certain nombre de Camerounais. Nous avons créé les sociétés à responsabilité limitée et depuis bientôt 2 jours, patatras, il n'y a plus rien. 2 jours ou 2 ans? 2 ans. Il n'y a plus rien. Nous passons le temps à consommer du poisson congelé. Donc vous vouliez produire du riz? Non, la politique, c'était par rapport à la production halieutique, le poisson. Ah, d'accord. Voilà. Alors, ce slogan gouvernemental,
n'a jamais reçu d'écho favorable, n'a jamais été mis en œuvre, et pourtant, au Parlement, on en a parlé. Hein? Le riz que nous consommons vient de l'extérieur, le poisson que nous consommons est carrément avarié. Moi, je peux me taper le luxe de consommer du poisson à Youpé, parce que j'ai ces moyens, je me suis donné les moyens de mon indépendance. Mais combien de Camerounais sont dans cette situation? Il m'est arrivé d'aller chez des gens qui m'offrent du poisson. Nos poissonneries classiques, je vous assure que ce n'est pas à pudeur que je consomme ce poisson. Donc, comme le disait Claude tout à l'heure, c'est un phénomène à décrire. Vous avez des gens qui sont dans une position dominante pour qui veulent y rester pour leurs intérêts. D'ailleurs, au cours de l'émission, soyez-en rassurés, vous en aurez pour votre compte. Parce que je vous ai prévenu, Bruno, que chaque fois que vous m'appelez, hein, il faut me laisser m'exprimer. À ce moment où ça reste dans le respect ce problème est à de la réglementation rigueur qui encadre cette émission, il n'y aura pas de problème. Vous prêchez un convenu, hein, je suis un spécialiste du droit public, je connais bien les balises de ce qu'il faut, les balises de mon expression, là où il faut rester, là où il faut aller, là où il ne faut pas aller. Pour chuter, je dirais tout simplement que le Cameroun est à repenser. Il y a beaucoup de choses à faire. Et on espère que les débats, parce que je me pose même la question de l'utilité de nos débats télévisés. Je me pose la question. Tout comme Claude, écrit scientifique, je me demande toute la recherche que nous faisons. Est-ce que le gouvernement en tient compte? Lorsque un État fait l'objet d'une captation par des individus, lorsque les gouvernants se permettent de faire d'un État leur propriété patrimoniale, voilà là où on en arrive. La République démocratique du Congo est aujourd'hui désarticulée au plan politique. Nous sommes dans des États où on passe le temps à gérer les conséquences, oublions les causes. Voilà ce qui se passe dans un grand pays avec l'occupation rwandaise. C'est le désordre qui sévit dans l'État. Et ce à quoi nous assistons, c'est ce que j'appelle des dégâts collatéraux. C'est pour ça que je dis, apprenons à nous poser de bonnes questions, notamment celle de savoir comment en est-on arrivé là. Et parce que ça, si je pose la question, c'est tout simplement pour démontrer que tôt ou tard, même comme chez nous, on n'aime pas entendre que le Sénégal nous parle, tel pays nous parle, la République démocratique du Congo nous parle. C'est la misère totale, l'insécurité qui sévit. Il faut bien que les jeunes se débrouillent pour suivre. C'est le désordre généralisé. La seule manière pour les jeunes de se débrouiller, c'est de braquer. Le pouvoir ne se déploie pas simplement, ne se résume pas à Kinshasa. Ce n'est pas la capitale du pays qui donne la température de la gouvernance d'un pays. Il faut aller à l'arrière-pays. Ce à quoi on assiste n'est que la conséquence de la cause du ordre qui sévit dans le pays. Maintenant, la question de savoir si la sanction est proportionnée, la peine de mort. Bon, les faits, je ne les connais pas en tant que tels. Les dossiers contentieux, je ne l'ai pas eu, parce que comme juriste, je suis très prudent. Je suis très prudent. Donc il m'est très difficile de me prononcer tout de go sur la question. C'est la raison pour laquelle moi je préfère évoquer les choses de manière systémique en se posant la question de savoir des causes. Comment en est-on arrivé là? Voilà où mène la désarticulation politique d'un pays. Le désordre généralisé fait en sorte que ça devient carrément la cour du roi Péto. Et lorsque les jeunes ont faim, ne sachant à quel sens se vouer, Claude l'a dit tout à l'heure, ça peut virer aux conséquences auxquelles nous assistons. Je voudrais rassurer les téléspectateurs ici qu'il n'est pas question, hein, comme l'a évoqué Jean Lambert tout à l'heure, que nous donnons l'impression de faire l'apologie de la violence, du banditisme. Moi, quand j'ai posé la question systémique, c'est de savoir quand on est-on arrivé là, j'interpelle le sociologue qui est là en face de moi. Il faut interroger ce phénomène. Comment en est-on arrivé là? Je vais vous dire, dans les années 2000, pendant que j'exerçais encore en Ngaoundéré, j'ai été agressé. Oui, j'ai été agressé par des bandits qui m'ont dépouillé, qui ont même failli tuer mon épouse. L'instinct familial, c'est certainement des jeunes qui n'avaient jamais vu des jumeaux. Je venais d'avoir des jumeaux. Qui, étant émerveillés, sont allés vers le lieu des jumeaux et ils ont dit c'est des gens. Et madame, dans son instinct de conservation, de protection a jailli et puis c'est un coup de couteau qui est parti. Je me suis mis et ils nous ont laissés. Par la suite, lorsqu'ils ont été attrapés, ils m'ont même inscrit, ils m'ont demandé, ils me présenter une lettre d'excuse.
Le procureur m'a appelé pour me constituer partie civile, j'ai posé le problème. Parce que j'ai compris que c'était des jeunes qui étaient fragilisés par la société, qui n'avaient rien à manger, qui étaient pauvres. Pas plus tard que hier, encore il y a 2 jours, dans la nuit de jeudi à vendredi, j'ai fait la connaissance d'une dame, diaconesse de l'église presbytérienne camerounaise, la paroisse de Marie Coquet, qui en rentrant de chez elle a été 7 coups de couteau. 7 coups de couteau. Un des secteurs. Voilà. Certainement pas des bandits vulgaires. C'est pour ça que je dis, un système oppressif n'a jamais résolu le problème. La preuve en ce qui nous concerne. Regardez un peu. L'opération Épervier, quel est le résultat? Les gens ont-ils cessé de voler? On n'a pas systématisé. Alors le problème est le suivant. Quelle éducation avons-nous donnée à nos enfants? Est-ce que l'État n'a pas failli à sa mission d'éducation des masses? Et là, on va poser le problème tout à l'heure, lorsque nous évoquons la thématique. Parce que je dis toujours, nous sommes dans des pays où nous passons le temps à les conséquences, au lieu de fixer un regard pertinent, important, insistant sur les causes. Comment en est-on arrivé là? Un enfant qui a reçu une très bonne éducation de ses parents, une bonne éducation religieuse, arrive difficilement à ce genre de situation. Mais pas toujours, on a des cas exceptionnels. Oui, disons que c'est des cas marginaux, mais je dis, dans l'ensemble, c'est pour ça que je disais, pour chuter, que je préfère avoir une analyse sociologique du phénomène, pour poser la question de savoir si est-ce que les parents ont joué leur rôle, est-ce que l'État, qui est en charge de la sécurité des biens et des personnes, de l'éducation des masses, a joué son rôle de manière optimale. Les gens en arrivent à ce niveau de violence parce qu'il y a la frustration qui s'est installée. Moi-même, je vais vous dire, Bruno, pourquoi est-ce qu'Abaoyone est devenu un homme de liberté? Ben, tout simplement parce que notre milieu étant mandarinal à l'université, et moi, ayant évolué dans le système français, vraiment, j'ai eu de la peine à m'insérer dans ce système, ce qui fait que je suis devenu un rebelle, un maquisard intellectuel. Est-ce que je me fais comprendre? Hein? Alors, pour revenir au phénomène, le mandarinat que les gens supportent dans le système universitaire, Claude et moi, on ne le supporte pas. Alors, je dis donc, la frustration s'est installée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour moi, je pense que l'État doit appuyer sur 2 leviers. Un, celui de la socialisation, et 2, celui de la répartition des richesses. Quand Claude a parlé des Pétrus tout à l'heure, Jean Labert, il ne faut pas écarter ça d'un revers de la main. Non. Le problème est celui de l'inefficience des politiques publiques. Est-ce que je me fais comprendre? Quelle est l'utilisation que l'on fait de l'argent public destiné à résoudre les problèmes des populations? C'est pour ça que je dis que pour mettre fin à la socialisation, pour mettre fin à la frustration, régler en amont un problème de socialisation et immédiatement après celui de la répartition des richesses, parce que c'est le problème fondamental du Cameroun. Il faut que ce soit clair, Bruno. Vous avez posé une question capitale, enfin, qui s'inscrit dans l'ordre de notre débat. Tout à l'heure à Jean Labert, quelle est la place de l'information à l'approche de son présidentielle? Ça, moi, je lui dis, l'information est déterminante. Sans la bonne information, c'est le chaos. Et il faudrait que les acteurs politiques s'en approprient. Déjà, qu'est-ce que j'entends par information? Pour moi, je lis l'information, la bonne, un cliché radio. Un cliché de radio, de radiologie. L'information, c'est la restitution de ce qui est. Nul besoin de pouvoir apporter quelque interprétation tendancieuse que ce soit. C'est ça l'information. Jean Lambert a rendu fidèle. Voilà, de distinguer tout à l'heure la bonne information, que je viens de définir, de la mauvaise interprétation, de la mauvaise information, celle qui dérape. Celle qui dérape. Je le dis pourquoi, en passant à l'élection présidentielle qui arrive, Bruno Bidjan, tout le monde, enfin pour ceux qui ne le savent pas, moi je vous le dis, Bruno Bidjan est mon petit frère. Nos villages sont distants de moins de 15 km de route, de moins de 15 minutes de route. Alors je me souviens de cette date mémorable du 29 décembre, du 29 mai 2023. Lorsque Bruno Bidjan m'accordait son audience, et où quelqu'un m'avait recommandé professeur